Bastogne, le 23 décembre 1944. En sortant ce matin, tout était blanc. Il avait neigé durant la nuit. Mes 2 pensionnaires n'ont plus la possibilité de partir. Bastogne est pris en tenaille par les Allemands. Jimmy, mon chauffeur, me rassure en m'annonçant la venue d'un général Patton qui va nous sortir de là. Pourtant, les tirs sur la ville se sont étrangement calmés. Quand j'arrive dans le couloir hôpital du séminaire, des élèves séminaristes secondent le médecin qui, la fatigue aidant, devient de plus en plus susceptible, voire irascible. Le sol est strié de longues coulées de sang séché. Au bout du couloir, les frères sont toujours accrochés l'un à l'autre. Je ne sais comment m'y prendre. Le frère touché au ventre a cessé de vivre. J'appelle Jimmy. Nous avons doucement détaché les doigts entremêlés et collés de sang. Jimmy parle à l'oreille du survivant et s'ensuit un long gémissement qui nous a tous émus. Les nouvelles sont mauvaises. Des civils ont été assassinés à Givry. Les Allemands seraient à 2 kilomètres de Bastogne. Et puis, dans le ciel qui s'était dégagé jusqu'à être d'un bleu qui fait mal aux yeux, sont apparus des avions alliés qui ont largué des vivres, des médicaments et des armes. Les parachutes sont de toutes les couleurs. Jimmy a les larmes aux yeux. Le médecin a du mal à retenir des sanglots et moi je ris et je pleure en même temps. Par contre, les ambulances amènent leur lot de blessés sans arrêt. Notre joie et leur malheur cohabitent difficilement. Dans la soirée, en rentrant chez moi, je constate que mes 2 pensionnaires sont partis, en me laissant un mot de remerciement. Tout à coup, le vrombissement de plusieurs avions est immédiatement suivi de bombardements violents sur la ville. Je termine mon journal dans la cave. Tout tremble, je n'ai que le recours de prier. Et dire que Noël est dans 2 jours. Alors que le 22 décembre s'élevait sous de gros flocons, le 23 décembre est illuminé par un soleil étincelant. L'aviation alliée peut prendre les airs pour notamment harceler l'ennemi. Au mois de décembre, on a eu 2 missions. J'ai eu 2 missions. J'ai reçu des briefings pour 13 vols avant de pouvoir finalement voler. Le temps était tellement mauvais que, comme tout le monde le sait, la force aérienne ne pouvait pas décoller. Le premier jour, nous avons pu voler, c'était le 24. Ça s'est éclairci le 23 après-midi et nous avons volé le 24. Des bombardements ont lieu sur nos villes dans l'après-midi. Malmedy subit également ses premiers bombardements de la part des Alliés. Les Allemands continuent d'avancer vers Dinant, mais commencent à tomber à court de carburant. La Gestapo continue ses exactions. 4 hommes sont exécutés à Laglaise, 13 autres personnes à Oufalise. Mais le ciel clément n'est pas seulement l'occasion de larguer des bombes. Sur Bastogne, où les assiégés commencent à tomber à court de munitions, ce sont des centaines de colis qui scintillent dans le ciel. La chance, c'était que des parachutages étaient possibles. Sans cela, je ne vois vraiment pas comment on se serait sorti du bourbier, franchement. On parle aussi de la Patton Spray. À mon avis, le bon Dieu a écouté les Américains. Et effectivement, on a pu procéder donc à 2 parachutages, le 23 et le 24 décembre 1944. Parachutages qui ont été précédés par le saut en parachute de Pathfinders, comme on les appelle en anglais. Donc, ils sont, si vous voulez, des guides au sol et qui ont guidé les avions pour exactement montrer désigner l'endroit de la drop zone, la zone de largage à Île-le-Pré. J'étais sortie et j'avais vu ici sur la route de marche, ici au parc civil, il est tombé 2 parachutes au parc civil. C'était des... Alors à ce moment-là, on avait tout. Les Américains vous apportaient des biscuits, Ouais. Ça les a sauvés parce qu'autrement, ils étaient... Morale à 0, 241 avions parachutent quelques 144 tonnes de munitions et de ravitaillement en 1446 colis. C'était merveilleux, sous un ciel bleu et le soleil. C'est inoubliable. Inoubliable.
Alors tous les tons des parachutes, parce que ce n'était pas des parachutages d'hommes, hein, c'était des parachutages de matériel, de Croix-Rouge, d'aliments, d'armement. Je crois qu'ils n'avaient même pas tout reçu au premier parachutage. Mais c'était beau. Et on les voyait au-dessus du cimetière, et après le cimetière, hein, dans les pâtures, là où c'est construit maintenant. On était contents parce que les Américains qui étaient aux alentours de nous, ils rentraient dans la cave et nous disaient qu'ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus de munitions, ils n'avaient plus de balles, ils n'avaient plus de grenades, ils n'avaient plus rien du tout. Et ils pensaient bien que ça allait terminer pour eux aussi, et pour nous. Mais alors, quand c'était le parachutage, alors là, tout le monde a sauté, tout le monde a dansé, tout le monde s'embrassait. Mais les Américains, ils nous attrapaient et à ce moment-là, ils étaient heureux. Hein. Certains sont dans les caves quand l'événement se produit. J'ai entendu, j'étais à l'intérieur, j'ai entendu une clameur. J'ai regardé ce qui se passait sur la terrasse. Et il y avait tous ces jeunes gaillards, ils avaient 18-20 ans, hein, qui sautaient comme des gamins, bondissaient, hurlaient, criaient de joie. Et alors j'ai vu tous ces oiseaux lents et majestueux qui arrivaient et qui passaient et qui laissaient tomber des parachutes bleus, rouges, jaunes. Ça se dit, hein, on est dans la cave, on va délivrer le parachutage, etc. On est sortis, tous sont sortis, et une clameur. Je vais entendre encore la clameur en voyant tous ces avions et ces planeurs qui passaient, parce qu'on était bien placés, puisqu'on était presque en face des voies de chemin de fer et vers Sans Souci et tout ça. Donc c'est là que les planeurs ont descendu. Donc, hein. Mais je me souviens de tout ça. C'est des rouges, des noirs, toutes sortes de couleurs. Les couleurs des parachutes étaient différentes suivant les produits qui étaient dans les containers. Donc les infirmiers savaient je vais vers tel parachute, les artilleurs savaient je vais vers tel parachute pour trouver donc les munitions, les médicaments ou la nourriture qu'il leur fallait. J'ai vécu donc à l'arrière de cette même maison quand le parachutage a commencé. J'ai vu les parachutes qui venaient. Il y a même un parachute qui descendait vers nous et on était là tous, même que j'étais petit, mais il y avait quelques grands autour de moi. On croyait l'avoir et puis il y a eu un coup de vent. Il est remonté, c'est assez étrange, mais il est remonté au moins de la hauteur des maisons qui étaient derrière et il est reparti tomber ailleurs. À Vielsalm, dans la nuit du 23 au 24, la caserne Ratz, siège d'un état-major allié, est prise d'assaut par les troupes allemandes. Je me souviens très bien d'avoir vu par la petite fenêtre, la petite lucarne qu'il y avait dans la cave, et d'où j'étais couché dans la cave, je voyais très bien pendant la nuit, nous entendions évidemment ces combats épouvantables, mais je voyais les traces des éclairs, des obus, des balles traçantes probablement, qui éclairaient toute la nuit et qui, dans un bruit infernal, c'est une nuit d'apocalypse. Jean-Pierre Offergeld se souvient d'un autre événement qui s'est produit au cours de cette nuit tragique, alors qu'avec ses parents, ils étaient réfugiés dans les caves. Les Allemands sont entrés et ont amené un officier SS qui était blessé. Ils l'ont assis à la place de mon grand-père, qui était dans un fauteuil, lui. Et cet Allemand blessé, ma mère a pansé ses plaies, l'a lavé. Cet Allemand était d'une grossièreté abominable. Il jurait, il injuriait Dieu, il injuriait les hommes, il urinait devant tout le monde. Et à un moment donné, bon, des brancardiers sont venus le chercher 2 ou 3 heures après, probablement. Et en laissant, il nous a souhaité bonne chance. Quand ils ont été partis, mon père a nettoyé l'endroit où il était, et en nettoyant l'endroit, sous le coussin où il était assis, on a trouvé une grenade à manche, à moitié dégoupillée.